Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocasur, barreau de Draguignan. Bienvenue à tous sur le plateau de Nul n'est censé ignorer la loi, votre rendez-vous de conseil juridique sur Azur TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Draguignan. Cette semaine, dans ce numéro, nous allons évoquer un point qui concerne énormément de gens dans notre belle région de la Côte d'Azur, la vente du fonds de commerce. Nous allons voir que c'est ultra j'allais dire réglementé, mais en tout cas codifié, normé, et que l'aide d'un avocat est essentielle pour ne pas se faire avoir. C'est maître Arthur Chavrier qui va revenir avec nous donc sur cette vente du fonds de commerce. Je dis que c'est très répandu dans notre région, puisque nous sommes une région de tourisme, une région où il y a beaucoup de commerce de services, les coiffeurs, voilà, on a beaucoup à faire à ce genre de vente de fonds de commerce. Est-ce qu'on peut d'abord, maître, faire une distinction entre le fonds de commerce et le bail commercial, par exemple ? Tout à fait. Alors le bail commercial, c'est comme son nom l'indique, donc c'est une location, donc c'est la location de l'établissement, donc qui est souscrite par l'exploitant auprès d'un bailleur, donc c'est un élément du fonds de commerce. Donc le fonds de commerce comprend l'élément essentiel, c'est la clientèle, et le droit au bail, donc qui est ce bail commercial. Mais le bail commercial, c'est le principe de la législation d'une location, comme pourrait avoir le bail d'habitation. C'est celui qui s'applique aux commerçants, donc qui est ce fameux qu'on appelle souvent 3-6-9, parce que le bailleur s'engage sur 9 ans et le locataire, il y a une faculté de résiliation tous les 3 ans. Mais le bail commercial est un élément du fonds auquel s'ajoute la clientèle, le matériel, éventuellement les marchandises, des licences, etc. Alors la vente d'un fonds de commerce, c'est évidemment très important, puisque on va récupérer d'une certaine façon la clientèle aussi de l'établissement qu'on rachète, une petite supérette, je l'ai dit tout à l'heure, un salon de coiffure ou toutes sortes de boutiques, une boutique de vêtements, un magasin de disques, bon voilà, la liste est encore longue. Donc c'est très important de bien préparer. Alors c'est vrai qu'on le dit souvent dans cette émission, ça paraît évident, le recours à un avocat légalement n'est pas obligatoire, mais quand on voit tout ce qu'il y a à surveiller, à notifier, à préparer, ça paraît indispensable. C'est indispensable, c'est le mot, puisque effectivement... Qu'on soit acheteur ou vendeur, hein, d'ailleurs. Absolument, il faut... parce qu'il y a à la fois effectivement en amont des choses à préparer, réunir tous les éléments. Alors l'élément essentiel, effectivement, c'était bien qu'on puisse l'évoquer, c'est le bail commercial. La première chose à faire, c'est le bail. Parce qu'il y a souvent des dispositions au niveau du bail, au niveau de la transmission du fonds, qui vont être prescrites. Donc par exemple, il faut convoquer le bailleur à la signature, il faut parfois demander son autorisation si c'est qu'une cession isolée du droit au bail, il faut lui envoyer parfois le projet, etc. Et si on ne respecte pas ça, ça peut faire courir le risque d'une résiliation du bail, qui est souvent un des éléments essentiels du fonds de commerce. Donc il faut être très attentif à ça. Il faut regarder tous les contrats qui doivent être transmis, donc par exemple des contrats de leasing qui peuvent être repris, les contrats de travail, donc toute cette préparation en amont. Il faut les employer, s'il y a des employés. Exactement. Et après, il y a tout le formalisme juridique de la vente de fonds de commerce qui est notamment balisé pour protéger les éventuels créanciers du vendeur avec la possibilité de faire opposition. Donc le prix de vente va être séquestré pour donner cette faculté justement de protection de tout le monde, le vendeur, l'acquéreur et les créanciers du fonds. Alors voilà, évidemment, c'est d'aller vérifier, si on peut dire, la bonne foi de tout le monde. Ça sécurisera le vendeur et l'acheteur. L'idéal, maître, c'est peut-être d'avoir un avocat commun entre le vendeur et l'acheteur. C'est pas toujours le cas, évidemment, mais ça permet de faire ça en bonne intelligence, de consulter les deux parties en même temps. Mais si on n'a pas le même avocat que la personne qui nous vend le fonds de commerce ou la personne qui nous l'achète, il faut quand même bien entendre les deux parties, que tout le monde se rencontre. Ça paraît bête, mais c'est quand même important. Oui, voilà. Si on est rédacteur unique, donc effectivement, on a un devoir de conseil envers les deux parties, vendeur et acquéreur. Donc moi, je me fais souvent fort si je reçois un en amont qui vient me dire j'ai trouvé un acheteur, ou un acheteur qui me dit j'ai trouvé un vendeur, il me donne des éléments, je me fais quand même fort de réentendre, de faire un deuxième rendez-vous où les deux peuvent être présents et qu'on soit mettre bien d'accord sur les conditions, puisque là, nous, finalement, on n'est que là pour constater les conditions d'un accord et le rédiger en conséquence. Si maintenant, chaque partie a son conseil, c'est pas du tout une difficulté. Effectivement, c'est parfois plus simple quand il y en a un seul, parce que ça permet parfois d'aller plus vite. Mais dans ce cas-là, c'est les deux avocats qui vont échanger ensemble, voilà, le conseil du vendeur, le conseil de l'acquéreur, et qui vont faire des observations modifiées en fonction des Et puis on n'est pas dans une procédure pénale où on s'affronte. Il n'y a pas une partie civile, une défense. Non. On est là pour trouver un terrain d'entente et à ce que tout le monde s'entende. Alors, on l'a dit, il y a des formalités qui sont très nombreuses, du moment où on trouve un acheteur au moment où on vend. Donc là aussi,
pour surveiller que tout se passe bien, que tout est bien rédigé, qu'on signe pas n'importe quoi. Bon, l'avocat, c'est quand même le meilleur conseil. Oui, parce qu'on a évoqué tout à l'heure tous les contrats, donc vérifier tous les contrats qui sont transmis. Et puis il y a aussi des problèmes de droit de préemption. Il y a notamment un droit de préemption urbain qui a été créé assez récemment. Donc il faut purger, c'est-à-dire qu'il faut écrire à la commune du lieu de situation du fonds. Ils ont une faculté donc cette préemption, ça il faut le purger, ils ont un délai de 2 mois. Parfois il y a une préemption aussi qui est stipulée dans le bail au profit du bailleur, c'est-à-dire que le bailleur a la faculté de le racheter. Donc ça aussi, il faut pas oublier parce que là ça peut effectivement à la sortie causer de graves difficultés. Alors avant qu'on parle de ce qu'on met dans l'acte de vente, qu'est-ce qui n'est pas transmis dans la vente d'un fonds de commerce? Est-ce que, admettons, j'ai un petit commerce, j'ai beaucoup de dettes, je vends mon fonds de commerce, je transmets les dettes à l'acheteur? Non, alors ça c'est un élément essentiel, c'est très bien qu'on l'aborde. La vente du fonds de commerce, on ne vend que de l'actif. Et c'est pour ça aussi donc pas de passif. Il n'y a pas de passif. C'est la grande distinction entre la vente d'un fonds de commerce et la vente des titres d'une société. Quand on vend des parts ou des droits sociaux, où là, finalement, c'est un passage de témoin. Il y a une société existante et du jour au lendemain, l'acquéreur prend le relais. Donc, effectivement, va assumer les dettes en cours et va encaisser les bénéfices en cours. La vente du fonds de commerce, c'est la distinction fondamentale. On va acheter que de l'actif. Donc parfois, c'est très rassurant, même si économiquement et fiscalement, parfois la cession des titres peut paraître plus intéressant. On fait parfois une étude comparée, parce qu'il y a une fiscalité et une comptabilité qui peut être distincte. Sur le fonds on va parfois quand même se rattacher au fonds de commerce, même si c'est un peu moins intéressant fiscalement, parce que c'est très rassurant juridiquement. Comme je vous l'ai dit, c'est très balisé, et l'acquéreur sait qu'il va acheter en une certaine limite les risques un maximum. Il va limiter les risques, et il sait qu'en plus le prix de vente va être séquestré pour désintéresser les éventuels créanciers. D'autant que l'acheteur doit pouvoir consulter pendant 3 ans les documents comptables de l'ancien propriétaire du fonds de commerce, ce qui permet aussi d'avoir un œil sur la santé de l'entreprise avant. Et puis il a une obligation de donner des chiffres, on doit donner les chiffres d'affaires et les résultats d'exploitation des 3 derniers exercices. Donc il a quand même des renseignements. Alors j'ai une question à vous poser, parce que c'est une information que j'ai trouvée sur le web, sur un site sérieux, mais quand par exemple on achète au fonds de commerce d'un restaurant, le droit de terrasse ou le débit de boisson n'est pas compris dans le fonds de commerce. Cas typique, restaurant de bord de mer, il y a une salle, une terrasse avec plusieurs couverts. Dans notre région, c'est quand même mieux quand on a un restaurant et une terrasse. La vente du fonds de commerce ne donne pas droit automatiquement à ce droit de terrasse. On doit aller le renégocier. Absolument, parce que souvent l'établissement relève du bail commercial, c'est-à-dire d'une relation privée entre le propriétaire et le locataire, alors que la terrasse, on est sur le domaine public, et le domaine public, il n'est pas transmissible ni cessible. Donc c'est un droit qui est révocable et précaire, qui est consenti par la commune, qui le renouvelle chaque année. Et donc, on met souvent dans l'acte, ce sera à charge de l'acquéreur de se présenter et d'aller montrer patte blanche, entre guillemets, auprès des services de la commune pour qu'il obtienne ce droit de terrasse. Mais ça, il n'est pas transmissible. En général, il n'y a pas de difficulté à ce que ça se poursuive, mais il n'aura aucune garantie de pouvoir ensuite transmettre comme le bail commercial. Voilà, et puis donc c'est aussi une démarche supplémentaire à faire pour l'acheteur. Effectivement, bien souvent, ce n'est qu'une formalité, mais c'est toujours bien d'être informé. Dans le cas aussi d'une entreprise qui a plus de 250 salariés, les employés doivent être au courant de la vente du fonds de commerce. Oui, même moins de n'importe quelle entreprise, il y a un devoir. Voilà, ça c'est effectivement une réforme légale récente, donc c'est bien aussi qu'elle soit abordée. C'est-à-dire qu'on doit informer, dès qu'il y a une transmission, d'ailleurs que ce soit des titres de société ou du fonds de commerce, on doit informer les salariés pour leur permettre de, le cas échéant, formuler une offre. Après, on n'est pas obligé on n'est pas lié forcément par cette offre, mais au moins qu'ils soient au courant. Parce qu'il y a eu, cette loi est sortie parce qu'il y avait des salariés qui n'étaient pas au courant que leur société est transmise. Et les salariés, c'est très important qu'on évoque aussi ce sujet, parce qu'ils sont pas attachés au vendeur ou à l'acquéreur, ils sont attachés au fonds de commerce. Et donc, automatiquement, dès que le fonds est transmis, normalement, les salariés doivent suivre le fonds. Ça pose parfois difficulté parce que l'acquéreur dit « je veux bien reprendre votre activité, mais pas tous les salariés ». Et donc, il faut négocier avec eux, ils doivent être informés. Parfois, on arrive en bonne intelligence à solutionner le problème, par exemple une rupture conventionnelle entre le salarié et son ancien employeur, mais il faut l'anticiper, ça aussi. C'est très bien aussi pour les salariés qui nous écoutent de le savoir, parce qu'ils ont aussi des droits, forcément. C'est pour ça qu'ils seront informés officiellement. On ne peut pas vendre, c'est comme ça représente une vente d'entreprise, donc on ne peut pas la vendre dans leur dos et les exclure comme ça. Globalement, sur des entreprises, des petites PME, des commerces de proximité, on met combien de temps à régler une vente, une transmission comme ça d'un fonds de commerce ?
C'est variable, j'imagine. Oui, en fait, le délai de référence, donc ça passe toujours par un compromis et à la vente, l'acte définitif. Pourquoi le compromis? Parce que, comme je vous l'ai évoqué, il faut purger les droits de préemption, donc notamment le droit de préemption urbain. L'acquéreur a souvent besoin d'un financement, et puis il faut prévenir les salariés. Tous ces délais, les délais légaux, le droit de préemption urbain et le délai d'information des salariés, en général, c'est 2 mois. Mais on arrive à aller plus vite, en ce sens que les communes savent que souvent les parties sont pressées, donc ils ont souvent une réponse de la commune, en général entre 3 semaines et 1 mois. Et les salariés aussi répondent dans ce délai-là. Et l'obtention du crédit, souvent il y a besoin d'un emprunt, c'est en général 1 mois, 1 mois et demi. Donc on va dire qu'en 2 mois maximum, on peut avoir tout. Voilà, donc ça va relativement vite quand même. Ça peut aller plus vite s'il n'y a pas besoin de financement, auquel cas on presse la mairie de répondre plus tôt et les salariés. Mais en général, il faut compter entre à peu près 1 mois et demi. On peut aussi jouer sur le délai. Pour terminer, je reviens sur le rôle de l'avocat parce que, évidemment, on peut être tenté de commencer la procédure seul. Or, ce n'est pas forcément une bonne idée. Quand on envisage, quand on a trouvé un fonds de commerce à acheter ou un acheteur pour son fonds de commerce, immédiatement contacter son avocat. C'est un gain de temps. Un gain d'argent aussi, puisqu'il peut y avoir des complications si on se lance tout seul. Et puis là, on est quand même sur des formalités administratives d'un niveau important où on ne peut pas faire n'importe quoi et partir seul. Et puis qui ont des conséquences de droit très importantes, puisque si on rate un droit de préemption, derrière, ça peut être des dommages d'intérêt, ça peut être des causes de nullité de l'acte de vente aussi. Donc c'est dès le début, il faut réunir tous les éléments, bien se mettre d'accord sur les éventuels, la clause de non-concurrence qui doit être aussi stipulée en faveur de l'acquéreur. Donc il y a plein de petites choses qu'il faut quand même anticiper. D'où l'intérêt vraiment de se rencontrer au départ, de bien tout mettre à plat et pour pas se retrouver avec des difficultés ultérieures. Et on le rappelle une dernière fois, évidemment, les avocats des 2 parties ne sont pas adversaires. Ils sont là pour trouver un compromis qui arrange tout le monde. Est-ce que vous vous mêlez du prix de vente d'ailleurs? Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Non, ça c'est vraiment négociable. D'ailleurs, quand ils viennent nous voir, la seule chose qu'ils ont négocié, c'est le prix de vente. Et après, on agrémente de toutes les autres clauses. Est-ce que quels contrats sont transmis? On va voir le reste. Mais le prix de vente, on n'intervient nullement. Écoutez, merci beaucoup Maître pour toutes ces précisions, parce que c'est vrai que la vente d'un fonds de commerce, on le voit ici dans une région très touristique où les boutiques, les restaurants, les services à la personne sont très répandus. C'est toujours utile de savoir comment procéder. Et puis c'est vrai que beaucoup de jeunes aussi apprentis qui rentrent sur le marché du travail essayent d'accéder à un fonds de commerce. C'est important de leur dire aussi qu'il faut qu'ils consultent un avocat. Merci beaucoup Maître Chavrier. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien entendu, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour un nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi. Nous nous intéresserons à la justice des mineurs, un autre sujet mais tout aussi important et qui concerne là aussi beaucoup de justiciables et de citoyens. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Et à dans 15 jours pour un nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi. Avocazur, barreau de Draguignan, vous a présenté votre émission juridique Nul n'est censé ignorer la loi.